Madame, monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de prendre à nouveau rendez-vous avec votre émission du mardi 21h, le grand rendez-vous. Une émission de ce soir consacrée exclusivement à la politique, à la lumière de l'élaboration de deux avant-projets de loi relatifs aux partis politiques et à la répartition des sièges électoraux dans le prolongement de cette activité menée sous le regard du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Il y a l'organisation au mois de septembre prochain des élections jumelées, élections des députés à l'Assemblée nationale et les élections locales. Ces élections qui seront évidemment précédées par des campagnes électorales qui verront la participation des différentes formations politiques. Mais combien finalement d'appareils politiques seront engagés dans ces élections législatives et élections communales, puisque ces partis politiques-là vont donc devoir se conformer à cette nouvelle loi qui encadre désormais sur le plan juridique le fonctionnement, les activités des partis politiques. C'est donc l'objet de cette émission de ce soir. On va donc faire le point sur les enjeux de ces réformes politiques, se projeter aussi sur la conséquence de cette nouvelle loi qui encadre le fonctionnement des partis politiques. On ira peut-être également faire le point sur la création dans les prochains jours de ce parti politique attendu qui serait la marque du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Quelle pourrait être la conséquence de la création de cette formation politique, puisqu'on a assisté il y a quelques semaines déjà à une vague de démissions en cascade, notamment au sein du Parti démocratique gabonais et dans d'autres formations politiques, et quelles sont les forces en présence en ce qui concerne donc les futures élections qui auront lieu au mois de septembre prochain. Pour faire le point sur cette forte actualité politique, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de cette émission 21h, le grand rendez-vous, Félicien Rodrigue Mvou. Il est acteur politique et militant au sein du Parti démocratique gabonais depuis plusieurs décennies. Maintenant, monsieur Mvou, bonsoir. Je reçois également sur le plateau de cette émission un autre acteur politique, Pascal Nkoulou. Monsieur Nkoulou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pambo. Et je reçois aussi un analyste politique, un regard plutôt froid sur le paysage politique national, Michel Ndoesso. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les trois d'être sur le plateau pour que nous puissions décrypter cette forte actualité en lien avec ces réformes politiques voulues, souhaitées par le peuple finalement, puisque cette transposition en loi de ces réformes politiques sont l'émanation de ces propositions faites par les populations gabonaises lors de l'organisation du dialogue national inclusif évidemment, et c'est donc ces propositions qui sont transposées en loi. Il y a eu la mise en place de deux comités qui ont travaillé pendant une dizaine de jours pour faire des propositions qui ont été soumises au président de la République. Elles vont passer sous le regard du Parlement et de la Cour constitutionnelle. D'abord, le spécialiste des questions de politique, l'analyste politique Michel Ndoesso. Quel regard portez-vous justement sur ces réformes, sur l'enjeu de ces réformes? La Ve République dont on parle avait-elle besoin de s'acoquiner de ces réformes politiques? Merci, M. Pambo. Avant d'examiner le fond, c'est-à-dire les résultats obtenus par les experts à qui la charge est revenue, de mettre à plat un certain nombre de choses concernant l'organisation des partis politiques et la répartition des sièges électoraux, il faut déjà ici relever et saluer la démarche participative, inclusive qui a prévalu. On remarque que le chef de l'État, avant de prendre une décision d'envergure, il a cette bonne habitude de consulter le peuple ou de s'en remettre à la réflexion des experts. Ça, c'est à saluer parce que c'est nouveau, contrairement à ce qu'on a pu voir par le passé, il faut toujours le dire. Maintenant, concernant les résultats obtenus, certains pourront voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est selon. À moitié plein parce qu'il y a quand même des choses qui ont bougé. Il faut déjà souligner, concernant les partis politiques, qu'il y a eu un allègement des conditions, et ça c'est de bon augure. Au lieu de 18 000, nous sommes revenus à 9 000. Et c'est beaucoup plus raisonnable pour un pays qui n'a que
3 millions d'habitants. J'exagère peut-être. D'accord? Il y a comme ça aussi la prise en compte des Gabonais expatriés, qu'on appelle la diaspora, qui participent, on l'a vu par le passé, au débat politique de façon très active. Donc, leur accorder des sièges, c'est aussi de bon augure. Maintenant, le verre peut aussi être vu à moitié vide, parce qu'on s'attendait quand même à beaucoup de mouvements. Au-delà de ces quelques exemples, en principe, très peu de choses ont bougé. Il y a comme, de manière générale, un statu quo qui a été maintenu. Il y avait une question au Gabon, d'accord? Il y avait une frustration au niveau de la répartition des sièges, parce que les deux éléments prioritaires, c'est quoi? C'est la démographie et c'est la superficie. On s'attendait quand même à une certaine forme de justice dans la répartition de ces sièges. Il y a des localités qui sont 3 fois plus peuplées, 10 fois plus peuplées que d'autres, mais qui ont le même nombre d'élus. C'est quand même assez frustrant. Donc, on s'attendait quand même à ce que les experts à qui le chef de l'État a confié cette noble mission nous produisent un travail beaucoup plus pointillé. On a l'impression qu'on a joué au conservateur, qu'on a sécurisé je ne sais quoi. Donc, les avis sont partagés. Je l'ai dit, le verre peut être vu à moitié plein ou à moitié vide. D'accord. Alors, Rodrigue Félicien, vous, évidemment que la question relative au redécoupage électoral s'était posée avant la mise en place de ces deux comités qui ont planché sur ces réformes politiques voulues par le peuple et mises en musique par le président de la République. Mais toujours est-il évidemment que si on va de façon progressive pour faire le point sur ces réformes politiques, on a parlé donc de ce dialogue national inclusif organisé au mois d'avril 2024, qui avait donc vu la participation via les représentants, participation du peuple à travers leurs propositions, plus de 38 000, on a dit. Alors pour ce qui est des partis politiques, il y a évidemment ce débat qui avait cristallisé les travaux durant le dialogue national inclusif. Il y en a qui appelaient à la disparition du Parti démocratique gabonais dont vous êtes militant, ça vous fait sourire. Évidemment, il y en a qui estimaient qu'il fallait une réduction drastique des partis politiques parce qu'il y en a 104 pour une faible population, à peine 2 millions d'habitants. Comment vous analysez-vous cette première version ou copie de ce travail qui a été fait pendant 10 jours par l'ensemble des acteurs qui ont pris part à la rédaction de cet avant-projet de loi? Merci. Il vous souviendra, pour répondre de manière concrète, sans détour, il vous souviendra que cette commission a été instituée par décret, président de la République nouvellement élue. Cela signifie que les acteurs avaient un calendrier, ils avaient une feuille de route qu'il fallait respecter. Parce que lorsqu'on institue quelque chose par décret, il en est de même du dialogue. Vous voyez bien que la plupart des actes du dialogue n'ont pas reçu ce caractère souverain. Pourtant, les contributions des Gabonais ont été largement enrichies pendant le dialogue. Moi, j'étais un membre d'une commission, nous avons enrichi, on n'a pas escamoté, on n'a pas enlevé la substance de ce que voulait le peuple gabonais dans leurs contributions respectives. Toujours est-il que lorsqu'il met en place la commission en réalité n'a pas de pouvoir. Et les faits, parce qu'il faut s'en tenir aux faits, le fait le plus matant c'est quoi? C'est que, absence du caractère normatif, nous sommes allés aux élections au niveau du référendum, mais avec l'ancien code du régime déchu. Nous sommes allés à l'élection présidentielle avec l'ancien code du régime déchu. Nous allons aller aux élections plurielles avec l'ancien code du régime déchu. Vous parlez du code électoral? Du code électoral. Parce que c'est pourquoi le code électoral doit être la base de tout. Mais parce que c'est à travers le code électoral l'élection qui commence par l'inscription sur la liste électorale. Or, elle vient de s'ouvrir. Mais quel est le message que cela renvoie? Les 3 observations que je viens d'indiquer. Ça renvoie à ce que on a confié la nouvelle constitution. On l'a votée parce que Oligui a libéré les Gabonais. On a élu Oligui comme président de la République et maintenant on souhaite donner, et c'est ce qui explique les vagues de démission, on souhaite dire le peuple souverain
va à nouveau donner la confiance au Légui parce qu'il ne peut être en autre chemin puisqu'ils se sont déjà prononcés il y a moins de 5 mois. À partir de... Lorsqu'on va dans un tel schéma, sans qu'on règle les questions de fond pour lesquelles il y a eu le 30 août. Et l'une des questions de fond que le président Légui lui-même dit, c'est que lorsque le code électoral était biaisé, qu'ont fait les acteurs politiques? Or, je me pose la question qu'au moment où on continue à aller avec le même code, que faisons-nous? Donc la question est posée. La question est posée à tous les acteurs, que ce soit les acteurs des médias, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit mon ami d'en face, analyste politique et de la société civile. Donc, c'est une question assez importante qui doit avoir la mobilisation de tous. Donc, je me pose la question maintenant, quel est l'avis de M. Evon là-dedans? L'avis de M. Evon, c'est que, en réalité, on a des acteurs qui sont en train de laisser le président diriger tout seul. Parce que si on s'en tient à la nouvelle constitution, nous sommes en intercession parlementaire, mais il est tout à fait normal que le président prenne les ordonnances. Or, dans mon propos introductif, je disais qu'il n'y avait pas de cadre normatif. Or, ce sont les ordonnances qui vont réguler les élections plurielles. Uniquement les ordonnances, aucune loi. Mais les contradicteurs pourront dire quelle est la loi sur les partis. En réalité, il l'a dit avec ces mots, l'allègement. Mais l'allègement n'a jamais été quelque chose que nous avons voulu au dialogue. L'allègement permet quoi? L'allègement permet une forme d'assujettissement des partis politiques dans l'espoir de pouvoir exister. Parce qu'on dit quoi? Que dit la nouvelle loi? La nouvelle loi dit, indépendamment des problèmes techniques, il faut avoir des problèmes d'existence, il faut avoir un siège, il faut avoir un compte en banque, il faut avoir, pour les nouveaux partis, 9 000 adhérents. Mais pour les anciens partis, la nouvelle loi dit il faut avoir un élu national ou 15 conseillers municipaux ou départementaux. À partir de ce moment, ça attire les partis politiques. Est-ce que la réforme sur les partis politiques que nous avions souhaité depuis le dialogue, est-ce que c'était cette réforme que nous avons maintenant? La question reste posée. Pascal Koulou, alors, Rodrigue Félicien, vous est en train, lui, d'avoir un regard du verre à moitié vide. Le regard, le vôtre sur ces réformes, est-ce que vous pensez que ça a été des réformes à géométrie variable? Bon, il faut partir du constat de ce qui a motivé la mise en place des différents processus en termes de comité de réflexion pour arriver à des conclusions qui aujourd'hui sont présentées comme étant de la volonté populaire, s'il n'en est rien. Je voulais seulement dire que le fait d'avoir théorisé l'actif politique ne nous a pas beaucoup aidé. Et M. Félicien a parfaitement raison. Parce qu'aujourd'hui, on dit le peuple a souhaité. Le peuple ne peut pas souhaiter des situations qu'il ne vit qu'au travers de circonstances bien définies, uniquement en période électorale. La vie des partis politiques, c'est certes vrai, beaucoup plus manifeste en période électorale, mais c'est tout aussi réel, c'est tout aussi actif pendant et avant toutes les consultations électorales. Et ensuite, quand on regarde le format politique de chez nous, la dynamique politique ne réside pas tant dans le nombre des partis, mais la dynamique politique n'a essentiellement existé qu'au cours des consultations présidentielles. Vous n'avez jamais eu d'alliance politique au niveau des élections locales. Il y a des alliances à l'interne de fait, mais il n'y a pas des alliances de départ. Il y a des alliances à l'Assemblée, mais ce ne sont pas des alliances de départ. Les seules alliances de départ qui ont existé depuis l'indépendance, depuis Léon Mba, c'est des alliances à l'élection présidentielle. Donc ça conduit à quoi? Ça conduit à ce qu'il y ait une confiscation de l'expression politique entre, d'une part, le candidat du pouvoir à l'élection présidentielle et le prétendant qui était dans l'opposition aspirant à exercer le pouvoir. Et on a évolué comme ça jusqu'en 1990, où il y a eu une amorce nouvelle de l'expression plurielle, mais cette amorce nouvelle n'a pas changé la donne. On a également, chaque élection présidentielle, fédéré des groupes. Et ces groupes s'expriment uniquement pendant l'élection présidentielle, quel que soit le nombre de partis politiques, parce que l'excuse de départ pour dire il faut réformer, c'est de dire il y avait beaucoup de partis politiques. Or, la réalité du champ politique, c'est qu'il n'y a eu que deux expressions, opposition-majorité, sans qu'il y ait des alliances intermédiaires. Donc aujourd'hui, lorsque l'on arrive avec cette proposition qui va certainement passer à l'Assemblée, où on demande aux partis politiques d'avoir
un élu national, d'avoir d'abord 9000 militants adhérents accolés au NIP, et ensuite qu'il faut avoir un élu national et 15 élus un siège, un compte à banque. Bon, ça suppose quoi? Ça suppose que si on veut regarder les choses de manière effective, l'État a mis un certain nombre de conditions pour que l'exercice politique s'apparente à la concurrence électorale. Or, l'exercice politique n'est pas d'abord lié de façon directe à la concurrence électorale. La concurrence électorale est une des conséquences de l'existence politique. Ce n'est pas le début. Ça veut dire que pour vous, vous estimez que ces mesures sont comme des mesures draconiennes, une forme de goulot d'étranglement pour les partis politiques, où elles vont au contraire être un goulot d'étranglement pour la démocratie gabonaise. C'est pire que ça. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous disais que les deux expressions politiques se distinguent à cause de quoi? Ce n'était pas sur la base des idéologies, ce n'était même pas sur la base des pouvoirs, c'était sur la base de l'argent. Le candidat au pouvoir avait de l'argent, il regroupait des partis politiques. Le candidat d'opposition, qui quelquefois lui-même n'avait pas de structure politique, regroupait les partis politiques qui se réclamaient de l'opposition. Et on avait cette forme de dualité qui existe. Aujourd'hui, la situation va devenir beaucoup plus dramatique. Je voudrais aller sur ce sens-là, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que, M. Pambo, si vous créez votre parti, vous avez les 9000 adhérents. Mais il vous faut avoir un élu local, un élu national, il faut avoir 15 élus nationaux. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas franchi le cap électoral, votre vie politique est mise de côté. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dorénavant, puisque l'État a fixé des barèmes, mais l'État n'a pour l'instant pas donné ses responsabilités. Les partis politiques ont des devoirs. Vous considérez que pour arriver, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en contrepartie que dans l'État, les gens qui font dorénavant la politique au Gabon, ce sont malheureusement les mêmes qui nous ont conduits à cette situation de dualité, c'est-à-dire ceux qui sont dépositaires aujourd'hui de masses d'argent importantes. Michel Doesso, alors, dans le fond, évidemment, la démocratie a pour rôle de favoriser le pluralisme d'expression, on le sait. Le nombre de partis politiques fait couler encre et salive au Gabon depuis plusieurs années, notamment ces dernières années. On parle de 104 partis politiques, dont la plupart n'ont aucune représentation à l'échelle territoriale, sur l'ensemble du territoire, n'ont aucun élu national, pas d'élu sur le plan local, n'ont pas de siège, n'ont pas de compte en banque, etc. Est-ce que les conditionnalités nouvelles, vous, l'analyste politique, vous les considérez comme un goulot d'étranglement pour le pluralisme d'expression au Gabon, ou plutôt que ce sont des conditionnalités qui exigent justement de ces partis politiques une prise de responsabilité pour davantage dynamiser la démocratie au Gabon? Avant de vous répondre directement, M. Pambo, je voudrais me permettre de relever quelques équivoques. On ne peut pas dire ici, est-ce que nous faisons de la pédagogie? Les Gabonais nous suivent. Moi, je me fie au principe, en tant que philosophe d'abord. On ne peut pas dire ici qu'un avant-projet est conduit sur la dictée d'un chef d'État. C'est quoi un avant-projet? C'est une proposition qu'on fait à un chef d'État. Il ne peut pas vous dicter ce que vous avez à lui proposer. Le problème, c'est l'irresponsabilité des acteurs politiques. Et là, j'en viens à votre question qui est fondamentale. Quel est le problème au Gabon? C'est qu'on ne sait pas pourquoi on fait la politique puisqu'on n'a pas d'idéologie. D'accord? La plupart des acteurs politiques arrivent dans ce terrain, c'est par opportunisme. D'accord? C'est pour, et il a dit, et là je suis d'accord avec lui, c'est pour bénéficier, et on le sait très bien, pendant les élections, ok, de gadgets de campagne. D'accord? Est-ce que ce n'est pas réducteur ce que vous dites? Parce qu'il y a quand même des acteurs politiques qui se sont engagés sur le terrain politique depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies. Ceux-là sont rares. On est à 104 politiques, vous êtes journaliste, vous faites des investigations. Dites-moi combien ont un siège. Mais attendez, il y en a qui existent depuis 10 ans, ils n'ont pas un seul élu local, pas un député. Je parle d'un élu local, c'est-à-dire d'un conseil municipal. Ils n'en ont pas. Il y a des enquêtes, il y en a qui existent depuis 20 ans. Et on ne les voit que pendant la période de campagne présidentielle, surtout présidentielle. Et tout le monde se déclare soutien du parti au pouvoir, ou de l'homme au pouvoir. Regardez combien de partis, ce n'est pas votre cas, je ne vous indexe pas, M. Pascal, mais regardez combien de partis ont gravité autour du PDG. On a un de ces dignes représentants ici. Combien de partis ont gravité autour du PDG comme un satellite, sans mobiliser personne?
juste parce qu'on veut bénéficier de gadgets, de campagne. Mais trop, c'est trop. Et vous l'avez si bien dit, ce qu'on voit aujourd'hui participe de la responsabilisation des acteurs politiques. C'est pour donner une nouvelle image. Parce qu'aujourd'hui, au Gabon, l'acteur politique n'a plus de crédibilité. C'est un démagogue. En français, parce que c'est un menteur. D'accord? Beaucoup créent des partis politiques sans idéologie. Et moi, je suis d'accord avec ce qui avait été proposé au dialogue. Je n'y étais pas. Je crois qu'ils étaient, mes aînés y étaient, qu'il fallait les catégoriser par bloc idéologique. Lorsque vous êtes pédégiste, on sait que vous défendez telle ou telle cause, comme cela se fait aux États-Unis, où vous êtes conservateur, où vous êtes socialiste, où vous êtes républicain, où vous êtes progressiste, je ne sais pas quoi d'autre. On ne peut pas créer un parti politique sans avoir un siège, sans avoir une idéologie. La question n'est pas celle du nombre, parce qu'en effet, la loi permet à tout Gabonais, d'accord, de pouvoir créer un parti. La question, elle c'est de l'idéologie, elle c'est des valeurs défendues. Félicien Rodrigue, alors, la problématique de l'idéologie, le positionnement des partis en fonction de l'idéologie, est-ce que l'absence clairement identifiée de ces idéologies-là, même si on voit parfois sur le papier qu'il y a certains partis politiques qui défendent des idées, mais des idéologies qui ne sont pas toujours clairement mises en relief et une forme de flou dans lequel ces partis fonctionnent, une perception plutôt biaisée de la part des populations. Il parlait tout à l'heure des États-Unis d'Amérique, ces grandes familles, les républicains, les démocrates. En France, on a les socialistes, on a les républicains également, on a en Angleterre, on a les travaillistes, voilà. Oui, je voudrais qu'on reste sur le débat, mais je vais répondre à votre question. Je voudrais dire aux frères, non, il ne s'agit pas ici de dire qu'il y a un avant-projet de loi. Ici, il s'agit de reconnaître, il faut s'attaquer aux faits. La transition avait comme élément d'accompagnement pour la restauration des institutions était accompagnée par le Parlement dit de la transition, une Cour constitutionnelle dite de la transition, un Conseil économique et social environnemental dit de la transition. Ça, c'est des faits irréfutables. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que s'il y a avant-projet pour une question essentielle qui a entraîné le 30 août, le lieu indiqué, c'est le Parlement de la transition qui devait proposer les lois. Parce que l'article 102 de la Constitution actuelle, après le vote du président Oligui, permet réellement à l'Assemblée de pouvoir continuer son rôle législatif jusqu'en octobre 2025. Or, que voyons-nous? Nous voyons que pour compléter, pour parer aux urgences, en 2025, après l'élection, on a recours, et on aura recours encore au prochain Conseil des ministres, à des ordonnances et des prises de décision du président de la République, pas de l'Assemblée nationale, pas du gouvernement, du président de la République qui est en même temps le chef du gouvernement. Autrement dit, je vous ai dit au départ que ceux qui veulent que le président dirige seul le pays, pour après dire que le peuple doit pouvoir suivre le président, le peuple doit pouvoir lui donner une majorité, on est dans une forme de manipulation qui ne dit pas son nom. En réalité, on veut démontrer à la face du monde que le président de la République, en réalité, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Mais est-ce que ce n'est pas la nouvelle configuration, justement, de l'architecture institutionnelle qui le veut et la Constitution de la République? L'architecture institutionnelle fait en sorte que le président de la République peut, même s'il n'a pas une majorité qualifiée, peut toujours continuer à gouverner le pays. Donc le président n'est pas inquiété. Or, le danger ici, c'est quoi? Le danger ici, c'est que vous allez noter que les partis qui se retrouvent au gouvernement, dont le président de la République est le chef du gouvernement, ces partis pensent que, bon, nous avons été à la transition, maintenant nous devons avoir un regain d'élus locaux et nationaux, de telle sorte que les autres petits partis, parce que c'est ici les obstacles, il faut noter les obstacles clairs. Les petits partis auront tendance à ne pas exister. Tous les petits partis, le PDG, le parti que j'appartiens, va exister compte tenu de son enracinement, compte tenu de son étendue sur le territoire. Non, il ne s'agit pas de m'en réjouir, il s'agit que le PDG aussi souffre grandement de cette volonté
de vouloir laisser le président gérer seul, parce qu'en réalité, ça ne nous a pas permis et ça ne nous a pas donné le temps de nous organiser pour mieux nous affirmer. Or là, nous allons devoir exister parce que tout simplement, nous sommes... Alors, ça veut dire que quand on suit votre raisonnement, c'est qu'on est face à une forme d'équation. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, ayant été le dénominateur commun depuis le 30 août 2023, puisqu'il y a eu cette forme d'union sacrée autour de sa personne, donc l'ensemble des forces vives de la nation. Or là, on est face à deux échéances électorales qui vont être organisées de façon jumelée, de façon couplée. Élection de députés à l'Assemblée, élection locale. Or, le président de la République, il faut lui donner justement un Parlement qui soutienne sa vision, qui soutienne, c'est bien ça, si je crois. L'inquiétude qui est la vôtre, c'est celle-là. C'est comment est-ce que les partis politiques vont donc devoir exister par rapport à lui. Or, en filigrane, on annonce que Brice Clotaire Oligui Nguema, ça pourrait être à lancer un parti politique. À partir de là... Pour conclure, à partir de là, on ne peut pas dire que le peuple souverain doit venir s'exprimer sur quelque chose qui est déjà plus ou moins arrangé au niveau de la loi et au niveau de la Constitution. Donc, il faudrait laisser. C'est pourquoi je disais que moi, j'étais pour la restauration des partis. J'étais pour que... Restauration sous quelle forme? Quand vous parlez de restauration des partis, les partis n'avaient pas été mis entre parenthèses, leur fonctionnement, on va dire. C'est le contexte qui a fait en sorte qu'il y ait cette union sacrée autour du CTRI, autour de Brice Clotaire Oligui Nguema. On n'a jamais dissous les partis politiques. Ce dont on appelle l'inclusivité. Ouais. Mais la gouvernance de l'inclusivité, puisque vous y êtes dans le fond. Oui. L'inclusivité, qu'est-ce que ça va avoir? Et Pascal en parlait avec ses mots, mais l'inclusivité fera en sorte que, au regard de la loi, lui parle d'allègement au début de l'émission. Mais si on fait des allègements, or, ce qu'il faut rechercher dans l'inclusivité, c'est comment toutes les parties doivent prendre part plus ou moins de manière égalitaire. Peut-être pas avec les mêmes moyens, mais il faut donner la possibilité. Il faut d'abord remettre tout à plat. Or, on n'a pas remis tout à plat. Je vous ai indiqué que... Remettre tout à plat, selon vous, c'est quoi exactement? Remettre tout à plat, c'est de permettre que nous, le PDG par exemple, on l'a fait. C'est-à-dire que dès que le 30 août est arrivé, on a recommencé l'adhésion dans notre parti. Parce qu'en réalité, il faut pousser. C'est ça le moteur. C'est-à-dire que repousser les gens à adhérer. Or, est-ce que là, les gens sont poussés à adhérer ou les gens vont choisir leurs amis, leurs parents traditionnels? Parce que je vous ai indiqué que les partis qui se trouvent au gouvernement en ce moment, ce sont eux, je ne serais pas surpris que la plupart des conseillers municipaux et départementaux sortiront de ceux qui sont déjà au gouvernement, qui sont les responsables des partis politiques. Il serait très difficile, voire quasiment impossible, d'avoir les nouveaux petits partis ou associations qui vont pouvoir survivre par rapport aux conditionnalités qui sont proposées. D'où j'ai été pour qu'on puisse faire une refonte globale de la loi électorale avant d'aller aux élections. C'est mon avis. Pascal Koulou, est-ce que vous pensez que ces réformes mettent en relief des éléments de discrimination? Bon, écoutez, le premier constat qu'on peut faire, c'est celui que Félicien vient de souligner. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte d'accaparement de l'actif politique, je l'ai dit, de ceux qui aujourd'hui à la fois disposent de leur positionnement à l'issue des mécanismes de la transition, qui se retrouvent au gouvernement, qui sont dépositaires de ressources financières importantes pour pouvoir impacter le déroulement des élections. De deux, ce qui va avoir une autre conséquence par rapport au président de la République lui-même, c'est que tous ceux qui vont se sentir un peu à marge des différents codes établis pour réguler l'activité des partis politiques vont aux élections en tant qu'indépendants. Et c'est un volet qu'apparemment personne n'a encore abordé. On risque d'avoir à l'Assemblée nationale des groupes d'indépendants importants. On risque d'avoir dans les collectivités locales des listes d'indépendants qui vont malheureusement ne pas pouvoir influencer la vie politique parce que le mécanisme tel qu'il existe aujourd'hui est un mécanisme de confiscation au sommet. Parce que l'essentiel de l'actif politique va se faire autour de ceux qui ont déjà un certain nombre d'atouts, parce que, naturellement, ils ont la possibilité d'influencer la constitution de leur parti, ils ont la possibilité, de par leur fonction,
de même prendre le président en otage. Parce que si le Mais président... Pascal Koulou, justement, vous parlez de ces appareils politiques qui, depuis, on va dire, ces 10 dernières années, ont une présence véritablement constatée sur le terrain en termes de nombre d'élus nationaux ou locaux, en termes de moyens financiers. Le Parti démocratique gabonais, le RHM, le RPM, l'Union nationale, la démocratie nouvelle, non, les démocrates, pardon, les démocrates, dans une moindre mesure, réagir, même si le parti a implosé. Mais donc, voilà ces formations politiques-là qui ont pignon sur rue, on va dire, ces 10 dernières années. Est-ce qu'il n'est pas plus facile, parce qu'on a vu l'effacement d'autres formations politiques de façon progressive, hein, même des partis politiques qui ont des leaders qui sont bien connus dans le paysage politique. On peut parler du PSD de Pierre Claver Monganga Moussavou, par exemple, ou du CLR de Jean-Boniface Assélé, ou du RPG de Paul Mba Abessol, présidé par Laurent Ngamezui. Donc, ces partis-là sont plus ou moins à l'écart par rapport au premier que j'ai cité. Non, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ce ne serait pas plus facile pour les acteurs politiques de se mettre en bloc, comme disait Michel Ndoesso, par rapport à la réalité du terrain et du contexte d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ces leaders-là, enfin, chacun veut garder il s'agit pas que sa chapelle? Non, il s'agit de se situer par rapport, je veux dire, à la dynamique citoyenne démocratique. Qu'est-ce qui fait la dynamique citoyenne démocratique? C'est le fait que... Mais ça n'empêche pas les alliances attendez, ou des fusions. Attendez, non. Les alliances et les fusions. Là, il y a, sans vous couper, il y a Alain-Claude Billy-Bizet qui vient, qui est en train de faire des démarches pour qu'Ensemble pour le Gabon devienne un parti politique. Ça part de la fusion de certaines formations politiques, dont celle de Théophile Makita-Niembo et de M. Rungu, je crois. Ben, voilà, donc... Je dis ceci. Les alliances vont certainement se faire. Mais ces alliances vont se faire sur la base d'une situation d'exclusion, d'un constat de ce que si elles ne se font pas, beaucoup d'acteurs politiques risquent de se retrouver dans un mécanisme d'éteignoir. Et c'est le danger qu'il y a aujourd'hui dans l'expression politique par rapport aux nouvelles dispositions sur les partis politiques. Il aurait été simple. Moi, je pense que quand on veut faire les choses bien, il faut prendre en compte l'opinion nationale, c'est vrai, mais il faut regarder à l'effectivité. C'est quoi un parti politique? Un parti politique, c'est 2 niveaux d'existence. Il y a la création de faits. Monsieur Pambo, les autres, nous décidons d'avoir une réflexion commune, c'est un parti politique. Et il y a maintenant accéder aux conditions, donc aux paramètres que l'État met pour que vous jouissiez des avantages que l'État confère. C'est un autre niveau. Or, là, on occulte la création de faits pour ne privilégier que la possibilité que l'État intervienne dans la vie des partis politiques. Or, cette contrepartie n'est connue de personne. Là, vous voulez parler de subventions de la part de l'État, l'accompagnement de l'État? Elle n'est connue de personne. On vous dit, faites ci, faites ça, faites ça. En contrepartie, personne ne sait exactement. Si vous avez un élu national, l'État vous donne quoi? Vous ne savez rien. Si vous avez 15 élus locaux, l'État vous donne quoi? Vous ne savez rien. Si vous avez un cierge, l'État fait quoi? Vous ne savez rien. Donc, il faut laisser les gens exister. Et puis, un parti politique est un processus évolutif. Vous pouvez, au bout de 10 ans, ne pas avoir d'élus. L'année d'après, vous vous retrouvez avec 4 élus. Et dans le processus inverse, vous pouvez avoir 15, 20 élus au cours d'une législature. Et puis, bon, la mandature d'après, vous n'avez pratiquement pas un nombre d'élus équivalent. Donc, c'est une question du RESAC en fonction des situations citoyennes. La réalité sur le terrain, Pascal Coulon vous suit très bien, évidemment, mais vous le savez, la réalité, c'est que le paysage politique national, on le connaît tous autour de la table, on a un regard avisé, approfondi sur ce paysage politique national, et on sait qu'à chaque élection intermédiaire, pas présidentielle, puisque depuis 1967, jusqu'à récemment, là, c'est le Parti démocratique gabonais qui est au pouvoir pour ce qui est de l'élection présidentielle. Mais les autres élections, la plupart des partis, mais oui, qui avaient toujours bien de quoi, on les connaît. Vous étiez dans le BDP. Oui, vous existez depuis combien d'années? Bon, vous existez depuis combien d'années? Ils ont eu combien d'élus? Vous existez depuis combien d'années? Au bout de 10 ans. Vous avez déjà eu un élu local? C'est ça la question, M. Non, Pascal. répondez. Est-ce que vous avez déjà eu un élu local? C'est ça la depuis 15 ans? foncière. Vous êtes un exemple type sur le plateau. Le RDP a-t-il déjà eu... Un élu local ne se l'attribue pas.
Un élu Mais vous local, avez pu parler des elle élections, refuse non? La participation aux élections. Vous avez participé à des élections, non? Oui, maintenant. Est-ce que vous avez eu un élu? Maintenant, on n'a pas eu d'élu. Ben voilà, ça On fait n'a pas 15 eu. ans que vous existez pourtant. Attendez, on n'a pas eu d'élu. Mais ça Nous fait sommes- 15 ans que vous existez, Ouais, monsieur nous Kouloulou, sommes ou partis- non? Nous participons aux élections depuis 2013. Ça voudrait dire qu'à notre actif, puisque l'élection de 2023 a été annulée, et là nous étions effectivement en bonne position pour avoir quelques élus locaux, mais l'élection a été annulée. Nous savons ce que nous avons fait. Donc nous allons repartir là en 2025, peut-être avec des meilleures chances ou pas du tout, mais nous serons dans la liste. Ce qu'il faut aujourd'hui, monsieur Pambou, c'est pas de dire vous avez eu combien d'élus, c'est de... Est-ce que le mandat... attendez. Non, la force d'un parti... Quelle est la politique- vocation d'un parti politique? S'il vous plaît. C'est d'avoir des élus. Non, je veux dire, vous commencez à construire une maison par le toit. Toute maison commence par les fondations. Or, vous vous dites, quel nombre de lieux vous avez? Un parti politique fait le cheminement de l'implantation. L'État ne participe pas. Si aujourd'hui vous avez un parti politique, c'est vous-même et vos militants qui décidez de le rendre actif par vos cotisations pour aller implanter les Mais il y a les unités, dons, il y a pour les aller legs travailler aussi. sur le terrain. Tout ce travail, vous le faites sur la base de vos propres ressources. Et quand les élections arrivent, ce qu'on aurait souhaité, nous, justement, si on veut parler de partis politiques capables d'émerger, c'est que les bases de départ soient les mêmes pour tout le D'accord, monde. d'accord. Non, attendez, c'est important. Non, mais Parce terminez. qu'aujourd'hui, quand on dit, on fixe une candidature, vous êtes candidat aux élections législatives, il faut donner une caution de 500 000. Vous donnez 500 000. Nous l'avions 350 000. Donc la valeur argent a augmenté, mais la valeur équité de départ est toujours aussi criante. D'accord. Parce que ce sont ceux qui ont de l'argent, qui ont faussé tous les mécanismes électoraux, qui aujourd'hui continuent de dicter la loi de l'argent et du coup orientent le citoyen sur ceux qui ont de l'argent. Parce que qu'est-ce qu'on a entendu dans ce pays? On dit, lui il a de l'argent donc il ne va plus voler. La conséquence est où? D'accord, je vais poser la conséquence, question c'est à que l'analyste les mêmes politique. ont détruit le pays avec la base D'accord. de l'argent. On va écouter l'analyste politique, Michel Ndoyesso. Alors, Pascal Koulou pose le problème de la captation des ressources financières par, on va dire clairement, le Parti démocratique gabonais qui a été aux affaires ces dernières années ou depuis 1967 jusqu'au 30 août 2023, donc captation. Il y a une loi qui existe, je pense, qui consacre le financement des partis politiques par l'État, c'est bien ça? L'État ne le fait pas. Non, la loi, elle existe. Oui, mais Ben l'État voilà, ne donc le fait pas. depuis 2013, ces subventions ont été arrêtées. Depuis 2013, je crois que les partis politiques ne reçoivent plus. ont été abrogés. La loi a été abrogée. La dernière élection, Non. aucune liste n'a été financée. Mais justement, est-ce que le fait que les listes n'aient pas été financées signifie que la loi a été abrogée? Ou la loi existe-t-elle toujours? La loi existe, mais l'État ne L'État la ne respecte finance- pas. l'État Ou ne les finance- gouvernants d'avant l'État ne la finance plus respectent les pas. partis politiques parce que tout simplement, ils ont, et c'est l'une des, je veux dire qu'il faut lire les lois. Il y a eu une loi relative à ce sujet qui a été votée dans la précipitation, bien entendu en 2023, mais hors contexte, parce qu'on ne modifie pas ce genre de loi en année électorale. Donc c'était un passage en force. Mais déjà avant le coup des... Avant. Ben voilà. Lorsqu'il y a eu le dialogue en 2023, je pense au mois de février 2023, il y a une concertation politique. 2023. 2023, il y a eu une concertation. Voilà, il y a une concertation, elle était conduite du côté de la majorité par Alain-Claude Billy Binze, Premier ministre, du côté de l'opposition par Séraphin Okoulé Davin. On est bien d'accord. Et les semaines ou les jours qui précédaient cette concertation politique, on avait annoncé le passage à la caisse des partis politiques pour recevoir une forme de subvention, ou bien ça n'avait pas été effectif. Ça n'a pas été effectif. Ben voilà, Ou mais bien ça que avait les été partis n'ont pas eu accès, peut-être parce que ne remplissant pas Les toutes les con- les conditions conditions, oui. exigées. Ça Non, aussi, ça n'a pas été il faut le dire. effectif. C'est pour ça qu'il faut éviter de théoriser sur des choses qui sont pratiques ou qui existent. La question avait été posée. Et il s'est trouvé que, justement, le barème, c'est-à-dire les éléments de choix, pour dire, vous existez, c'est une existence de fait, vous n'avez pas d'élu, on donne combien par élu local, on donne combien par élu national. Et puis, les gens estimaient que, puisque ça avait mis du temps, il fallait faire une forme de rappel, ce que l'État ne pouvait pas supporter. Donc, ça n'a jamais été effectif. Voilà. Et c'est cette situation, justement, sur la base de laquelle il faut commencer par travailler. Et ensuite, il y a une autre situation qui est importante. C'est le plafonnement des dépenses dans une campagne Ah non, électorale. on va y revenir. Oui, Michel Ndoyesso, finalement, cette question relative à l'équité dont parle Pascal Koulou, puisqu'il y a des formations politiques dont le PDG, qui a été pendant plus d'une cinquantaine d'années le parti État, parti au pouvoir, qui avait donc
capter toutes les ressources financières du pays, et notamment. Donc, déjà, même au niveau de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, le PDG, c'est le navire amiral. Il y avait le PDG, d'autres formations politiques qui tenaient un peu la route, c'est le CLR, dans une moindre mesure le PDCI, parfois le RPG, mais sinon le PDG dans la majorité était comme seul au monde. À partir de ce moment-là, toutes les formations politiques, des partis gazelles qui gonflaient inutilement, j'ai envie de dire, permettez-moi l'expression, finalement, cette majorité n'apportait absolument rien du tout parce qu'elle n'avait pas de moyens aussi. Oui, il faut relever plusieurs contradictions qui se disent sur ce plateau avant de revenir sur la question du financement, qui est beaucoup plus large que ce que veut nous faire comprendre mon aîné. Je vais soulever une première contradiction, c'est celle venant de M. Félicien, qui est un pédégiste assumé, et il défend ici une position qui est contraire à celle défendue par son parti, qui a participé à cet avant-projet. Et je suis en train de comprendre que ce parti politique n'a pas consulté sa base, parce qu'on ne peut pas nager à contre-courant d'une position officielle défendue par votre parti politique sur un plateau, c'est quand même assez inadmissible. Vous n'étiez pas au dialogue. C'est pour ça qu'on vous dit... Non, je ne parle pas du dialogue. Je ne parle pas du dialogue. Je ne suis pas au dialogue. Je ne suis pas au dialogue. Nous interprétons... Monsieur Pascal, nous interprétons... Non, Monsieur Koulou. Je parle du PDG, vous n'êtes pas PDGiste. Monsieur Koulou. Je parle du PDG. Sauf si vous êtes allié du PDG, je parle du PDG. C'est-à-dire, j'observe. Il a souvent soutenu les candidats du PDG. Voilà, et donc je comprends. Nous interprétons ici un document qui a été pondu par des experts, des politiciens, d'accord, pour servir d'avant-projet. C'est-à-dire, avant que le gouvernement ne se saisisse, c'est eux qui ont élaborer ce document. Et je crois savoir que d'éminents membres du PDG ont contribué à ce document-là. À la rédaction de ce document. À la rédaction de ce document. Mais j'observe que M. Félicien se plaint des conclusions. Mais il garde sa liberté de ton. Oui, mais je crois quand même que pour ce grand parti, ex-parti de masse, je ne sais pas si vous êtes toujours parti de masse. Sur le plateau, il n'est pas là en tant que porte-parole du PDG. D'accord. Voilà. Mais je crois au moins qu'il y a ce qu'on appelle une solidarité politique. Bref, j'en viens maintenant à la question des financements des partis politiques, que M. Pascal Nkoula aborde peut-être avec beaucoup de réductionnisme. Parce que qui finance les partis politiques? Ce n'est pas d'abord l'État. Ce n'est pas d'abord l'État. Vous l'aviez dit tantôt. Un parti est d'abord financé par ses militants, par des cotisations qui doivent être régulières. Et la vraie question se pose, combien de militants disposent les partis politiques au Gabon? Si vous n'aviez que les militants de votre famille, il est évident que vous n'aurez pas assez de moyens pour aller aux élections. Un parti politique, c'est quoi? C'est les dons et les legs. On l'a vu aux États-Unis. D'accord? Quels sont vos soutiens? Parce qu'on ne crée pas un parti, enfin, ne crée pas un parti qui veut. Ça veut dire que vous avez assez d'ossature, vous avez assez de charisme, vous avez des soutiens sur lesquels vous pouvez compter. Parce que l'État finance tout au Gabon et ça aussi, c'est un désordre. Les conditions de financement de l'État sont connues. Les acteurs politiques estiment que ce financement est important, non? Parce qu'il faut sauver la démocratie, parce qu'il faut une démocratie viable. Ça revient à ce que j'ai dit au départ. Donc ça veut dire qu'on crée un parti pour pouvoir manger, là je parle comme au cas, c'est l'argent de l'État. Mais ça n'a que trop duré. Avant de recevoir ce que l'État peut vous donner pour vous encourager, c'est un encouragement. D'accord? Il faut d'abord vivre de vos propres moyens. Ce n'est pas une invention gabonaise, hein, le financement des partis politiques. Ce n'est pas une invention gabonaise. Mais sauf qu'il y a des conditions. Et M. Pascal Nkoulou se contredit lorsqu'il émet un risque en disant que la plupart de ceux qui ne trouveront pas leur compte dans cette nouvelle loi, si jamais, et encore qu'elle n'est pas encore appliquée, je comprends le risque, mais la loi n'est pas encore promulguée, ce n'est même pas encore un projet de loi. Donc il y a beaucoup de choses qui pourront être revues d'ici là. Mais si M. Pascal Nkoulou se présente en tant qu'indépendant, là aussi il faut avoir des moyens. Donc la question des moyens revient toujours. Que ce soit dans votre parti politique, il y a quand même une contribution personnelle qu'on vous exige, qui vous permet d'aller aux élections, que ce soit davantage en tant qu'indépendant. Et je crois savoir que lorsqu'on est indépendant, on dépend plus que lorsqu'on est voilà, sous les couleurs, sous la bannière d'un parti politique. Donc, les questions qu'on pose ici ne sont pas pures, enfin, ne sont pas simplement observées au Gabon, partout ailleurs, et en Afrique, dans les pays en voie de développement, d'accord, il y a des questions de lenteur, il y a de l'arbitraire, je suis d'accord, dans le financement, mais on ne peut pas, je le conclus, on ne peut pas compter exclusivement sur l'État pour pouvoir exister. En réalité, non. Je ne voudrais pas répondre à mon interlocuteur. Non, simplement pour restituer deux choses. La première chose, c'est qu'il reconnaît le fait qu'il y ait des camarades
du PDG dans les deux commissions qui ont été mises en place, mais elles ont été mises par décret. À partir de ce moment, ils travaillent pour tous, pour la République. Et ils ont rendu leurs conclusions. Donc moi, en tant que citoyen, ce que je dis simplement, c'est que, et pour résumer un peu tout ce que nous disons qu'on a tellement tâché trop bien le paquet qu'on ne permet pas que d'autres personnes puissent venir le détacher et puissent regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je prends cette image pour que celui qui nous écoute en Congo sache de quoi on parle. La transition a tellement bien attaché le paquet et vous voyez bien que ce sont les mêmes acteurs. Dans un contexte d'inclusivité, vous avez vous-même parlé de cette inclusivité-là. Dans un contexte d'inclusivité, et je vous ai montré les dangers de la poursuite de cette inclusivité qui, en réalité, peut faire, parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que je vous ai dit que même le PDG en souffre, le fait que les gens, durant les 19 mois, n'ont pas eu le temps de s'organiser. Nous étions dans une forme d'inclusivité où on se disait tous, on accompagne le président de la transition, on l'a soutenu et il a été élu. Maintenant, quel est le temps qui reste à tout un chacun, indépendamment de ceux qui sont dans le paquet, pour pouvoir aller aux élections? Nous ne sommes pas prêts à aller aux élections. Personne n'est prêt. Même pas le PDG est prêt. Parce que pour aller aux élections, ça se prépare. Parce qu'on le dit avec ces mots, mais pour aller aux élections, il faut préparer. Il faut voir les militants, il faut savoir combien nous sommes. Si vous ne savez pas combien de militants vous avez, mais vous allez dans une élection à l'inconnu. Moi, je suis par exemple connu dans le... J'ai envie de comprendre quelque chose. Vous n'avez pas fichier? Je comprends pas. Vous avez par exemple des militants, vous avez comment? Quand même, le PDG a 41 380. Non, je ne parle pas que du PDG, je parle de l'ensemble des partis politiques. Les partis politiques, ils savent quand même. Avant la mise en application, enfin, avant ces propositions-là, il fallait avoir 3000 adhérents pour recevoir son récépissé de la part du ministère de l'Intérieur. Donc il y a quand même une base. Non, il y a une base pour tous les autres partis que vous créez l'Union nationale. Enfin, une base théorique. Hein. Oui, mais le problème c'est que c'est le fond qu'il faut regarder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tous ceux qui sont représentés à l'Assemblée, au Sénat, ont une base. Je vois mes amis de Minzik, le sénateur, il a une base, mais c'est plus individuellement. Je dis de manière globale, aujourd'hui, la présidente, par exemple, de l'Union nationale, mais pourra s'en sortir, mais parce que dès le départ, elle était déjà bien enclenchée dans la transition. Mais ce n'est pas le même cas d'un autre parti politique, à l'exemple de réagir, qui va peut-être réagir là parce qu'ils sont au sein du gouvernement. Donc, la réalité, ça veut dire qu'il faut s'en tenir à la réalité. Aujourd'hui, c'est qu'il est difficile, on n'a pas réussi. Justement. On a serré. Bon, maintenant, je pose En fait, mon débat est ici qu'on a tellement serré qu'on ne permet pas une expression des gens. Je vous pose la question à laquelle Pascal Coulou a refusé de répondre. Est-ce que ces réformes-là ne devraient pas, finalement, face à la réalité du terrain, à la réalité des faits, obliger les acteurs politiques, les leaders politiques, les présidents des partis politiques à changer de paradigme? Paul Mbabesole, quand dans les années 90, au milieu des années 90, on disait qu'il était versatile, pour se défendre, il disait non, mais quand vous allez à la chasse, si vous avez pointé votre fusil sur un singe qui est sur un arbre et que le singe entre-temps change de branche, ben vous ne restez pas sur cette branche-là, vous changez de fusil. Aujourd'hui, par rapport à ce nouveau contexte, est-ce que les partis politiques ne devraient, pour vivre, pour continuer à vivre, ne devait-il pas penser à taire les égos, notamment les leaders historiques, pour créer des blocs, pour fusionner, pour avoir des partis plus forts, non? J'en viens. Vous avez répondu vous-même à votre question. Fusionner pour être plus fort, pour créer des blocs. Vous avez répondu, mais sauf que il faut voir plus loin. Ça, c'est dans le cadre de pouvoir exister. Mais il faut voir plus loin que comment les gens qui n'ont jamais travailler ensemble, les gens qui ont été toujours en concurrence, les gens qui... Mais pendant les élections présidentielles, souvent, il y a des créations de plateformes, non? Vous créez souvent des plateformes, oui ou non? Oui. Non, ça se voit, notamment au niveau de l'opposition. Mais le temps est imparti. Le problème, c'est que je suis d'accord avec toi que pour qu'ils existent, pour qu'ils continuent à exister, d'où, au lieu d'atteindre l'inclusivité, je suis par là pour que chacun de nous comprenne bien, on est en train de créer un éparpillement de force, sans le dire, sous le couvert démocratique, en disant que nous sommes la 5e République et que c'est le peuple qui aurait décidé.
En réalité, je vous donne là où nous allons arriver d'ici 2 mois, 3 mois, 4 mois, vers un éparpillement de force, mais il y aura toujours le label. Nous sommes dans l'inclusivité et donc nous faisons avec tout le monde. Donc l'inclusivité va mener à ce que vous avez apporté comme élément de réponse, d'où pour exister, certains vont devoir malheureusement se fusionner ensemble pour pouvoir exister, sinon ils seront appelés à disparaître. C'est ça la réalité. Tu as raison. Ce que je vais dire à la suite de ce que M. Félicien vient de dire, c'est que M. Pambou, prenons les choses de la manière la plus simple qui soit. La seule façon qu'il y a de rendre un univers attractif, c'est de faire en sorte que la base la plus large possible puisse participer. Lorsque vous établissez des conditions élitistes, à chaque fois très élevées, vous excluez ceux qui ne peuvent pas du fait de leurs possibilités financières très limitées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? Pour réduire la participation des citoyens aux élections, on part de 350 000 à 500 000. Écoutez, quand vous êtes comme Pascal Nkoulou, comme il le dit, que vous comptez sur vos ressources, à chaque élection, nous prenons un crédit et nous mettons 5 ans à le rembourser. Donc, pendant que d'autres candidats qui concourent comme vous sur le terrain, dans le même espace, reçoivent 40 millions qu'ils n'ont absolument, c'est-à-dire aucune connaissance de la source et de la provenance. Et ils les dépensent et vous restez endettés. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on pensait, si le président de la République, ça je dis que ça a été un piège pour lui, si le président de la République voulait effectivement permettre qu'il y ait une plus grande expression démocratique, ça aurait été de libéraliser la possibilité à tous les citoyens de s'investir dans le champ politique. Pourquoi ne pas ramener les élections locales à 150 000, les législatives à 200 000? Vous auriez vu que la possibilité justement de confisquer l'engagement politique des citoyens aurait été nulle. Parce que chaque personne qui se sent en capacité aurait pu soit se regrouper, parce que tout le monde peut effectivement participer, soit s'investir à titre personnel. Du coup, la dynamique en termes de contrôle et d'échange sur le plan politique aurait été beaucoup plus forte. Et l'actuel président qui prône l'inclusivité aurait eu à ce moment-là une transversalité des forces politiques capables de raisonner en fonction des véritables attentes des populations. Or là, ce qu'on va voir, c'est des regroupements de conservateurs. Ceux qui sont déjà au gouvernement, ceux qui sont déjà à la tête des institutions, ce sont les mêmes qui vont financer. Parce que les listes coûtent cher, parce que les candidatures aux législatives coûtent cher, parce que l'investissement en campagne coûte très cher. Et du coup, tu vois, on exclut, comme on dit, les petites mains. Et ça, c'est pas de la démocratie. Il nous reste moins de 10 minutes avant de mettre un terme à l'émission. Rapidement, on va aborder ces 2 points. Michel Ndoesso, est-ce que vous pensez que le parti politique annoncé en gestation, celui du président Brice Clotaire Oligui Nguema, puisqu'il semblerait, selon ce que l'on lit, qu'il tout indiquerait qu'il y ait une formation politique créée par le président de la République. Est-ce que vous pensez que si Brice Clotaire Oligui Nguema justement crée un parti politique, ça aura une forme d'onde de choc dans le paysage politique national, ça pourrait davantage reconfigurer justement le paysage politique national? On a assisté à cette vague de démissions au sein du PDG, par exemple, depuis plusieurs mois maintenant, et même dans d'autres formations politiques. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une grande migration vers ce parti politique-là? Bon, en l'état actuel des choses, il n'y a pas un indicateur officiel, d'accord, qui permet de croire que dans 2 semaines, dans un mois, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema va mettre sur pied son parti politique. Nous faisons dans la spéculation. Et il y a un indicateur qui nous a qui nous y a précipité, c'est l'annonce faite par un des dirigeants du fameux groupement des bâtisseurs, je ne sais pas trop, moi je n'étais pas membre, qui avait annoncé la conversion de ce bloc de soutien, quelque chose comme ça. En parti politique. En parti politique. En fait, c'est ce qui a alimenté nos suspicions. Mais surtout, la démission en cascade des hiérarques du Parti démocratique gabonais qui ne veulent pas aller à la retraite. Qui ont dit se mettre au service du président de la République. C'est ça, non, c'est pas beau. Vous voyez, je fais partie des intellectuels. Oui, je fais partie des intellectuels et je l'assume qui combattent cette posture. La politique est une noble activité. Et on ne doit pas en faire un métier ad vitam aeternam. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour prendre sa retraite. Même dans le PDG, il y a des jeunes, il y a M. Félicien qui est là, il y en a qui peuvent prendre la relève. Vous voyez le regard que M. Nkoulou vous porte? Non, je crois qu'il est d'accord avec ce que je dis. Cette démission-là. Mais figurez-vous un seul instant que le chef de l'État ne crée pas de parti politique. Ils iront où ces anciens hiérarques du parti démocratique? Nulle part. C'est la retraite. Donc, on ne peut pas continuer à s'amuser avec l'opinion. D'accord? Il faut assumer ses positions. Le PDG a été un parti au pouvoir.
Aujourd'hui, c'est un parti qui collabore avec le pouvoir. Ils sont même chanceux. Voilà. Si ce parti-là voit le jour, est-ce que vous pensez que ça va impacter... Ça va impacter les autres formations politiques parce qu'aujourd'hui, je crois que mes deux contradicteurs leur disent, enfin les deux autres consultants ici l'ont dit, mais c'est qui l'équation commune? C'est qui le dénominateur commun, je veux dire? C'est le président. Tout gravite autour de lui. Et donc, s'il crée un parti, je ne suis pas sûr que le PDG aura encore... vous avez combien de militants déjà? 41 000 militants. Je crois qu'on va assister à une vague plus massive de démissions, d'accord? Et des gens qui vont adhérer à ce parti présidentiel. Peut-être même que Pascal Nkoulou va le rejoindre. Donc, ce parti politique-là, effectivement, mettra en mal la diversité, le pluralisme politique. Et moi, je crois que, je pense, hein, c'est mon point de vue, si je l'assume en tant qu'esprit libre, en tant qu'analyste politique, je crois qu'il faut tempérer. D'accord? Le contexte ne sait pas. Il faut vraiment voir qui a l'ambition de servir le peuple. Ceux qui démissionnent, moi, parmi eux, il y en a qui ont échoué, il y en a qui ont fait leurs preuves. Donc, moi, je crois que ce parti-là viendra effectivement mettre du trouble. Parce que vous voulez réagir sur... Oui, écoutez, moi, je crois qu'il faut être réaliste. La politique se fait dans le champ des réalités. Le seul ascenseur social au Gabon, c'est le communiqué final du Conseil des ministres. Un parti qui se crée au pouvoir, pas qui va vers le pouvoir, va naturellement influencer à la fois la vie politique, mais également les habitudes des cadres qui veulent s'investir en politique. Tout à l'heure, vous disiez les petits partis. Mais les petits partis sont du fait que, même quand vous avez des cadres, les ministres menacent ces cadres-là. Lorsque ces cadres sont candidats aux élections dans les mêmes sièges que les ministres qui sont leurs chefs de département, bien, ces gens se retrouvent dans une posture où ils n'ont pratiquement pas de possibilité de voir leur carrière évoluer. Donc, c'est pour ça que nous pensions, très objectivement, que le président de la République, prônant l'inclusivité, on allait assister à la naissance d'une classe d'acteurs politiques différents des technocrates qui sont dans notre administration. Or, quand vous voyez justement ce mouvement de démission où les gens qui sont dans la haute administration, mais qui étaient dans des partis politiques, disent « Nous, on veut être à la disposition du président. Vous êtes haut cadre, vous êtes dans une administration, vous travaillez pour votre pays. Pour vous, ce n'est pas travailler pour le Gabon, il faut être à la disposition du président. » Voilà l'essentiel du discours qui est véhiculé par tous les démissionnaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le champ des réalités politiques, personne n'entend aider le président à aller dans le sens de l'inclusivité. Je vous le dis, on assiste à la constitution des grands groupes conservateurs. Et les conservateurs ne font pas de révolution parce qu'ils sont sur des acquis. Et ils veulent préserver ces acquis. Citez les responsables des partis politiques. Vous verrez, ils ont tous, pour la moyenne, une histoire gouvernementale sur 15 à 20 ans. Alors, comment voulez-vous faire en sorte que lorsqu'on parle de père en fils, de fils en petit-fils, au gouvernement, que Pascal Nkoulou arrive à séduire les cadres? Donc, voilà le problème. Donc, la formation politique que le président va créer, notre souhait, c'est que le président reste dans l'inclusivité. Il a déjà un gouvernement. L'armature institutionnelle d'aujourd'hui c'est-à-dire ne menace pas du tout le président. Le rapport exécutif, législatif est clair. C'est le président qui a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée. Donc, il faut ouvrir, il faut que le président lui-même participe de cette volonté d'inclusivité, sinon il va se faire parasiter. Et ça a commencé. D'accord. Rodrigue Félicien, vous, alors sur la question relative aux propositions qui ont été faites dans le cadre de l'avant-projet de loi de répartition des sièges électoraux. Alors, 145 députés, dont 2 de la diaspora, 70 sénateurs. Quel est le regard que vous avez sur cette proposition? Le regard que j'ai, c'est que on a ajouté, et je commence à comprendre pourquoi on a ajouté le nombre de sénateurs, tout simplement parce que à l'approche de la création du parti présidentiel, c'est quand même un vaste mouvement des démissionnaires de mon parti qui vont vers une inconnue, mais en réalité, ce n'est pas vers une inconnue, parce que lorsque M. Kevin Zigou le dit, quitte de la plateforme des bâtisseurs qui devait être une superstructure pour gérer la campagne présidentielle, et se disent à la face du monde que ça va se muer en parti politique, il est rattrapé par celui dont on dit qu'il l'aurait dit. Mais plus que personne n'a la preuve,
Et il a été plus ou moins, je pense qu'il a été plus ou moins marginalisé parce qu'on a vu l'ascension un peu des autres membres des bâtisseurs au Conseil des ministres qui a suivi, où ils ont été positionnés. On regarde aussi que les démissionnaires du PDG disent tous qu'ils sont à la disposition du président. Autrement dit, ils ne veulent pas annoncer que le président va avoir son parti tout de suite, mais ils se disent, dès que le président fera lui-même l'annonce, parce que c'est lui le président, nous y allons immédiatement, mais pas pour occuper les postes de seconde zone. Ça veut dire que, je ne sais pas encore la structuration, comment elle va se présenter, ils vont être au sommet. Ça veut dire que chez nous, le sommet, c'est le bureau politique. J'imagine que la plupart des démissionnaires issus du PDG vont intégrer directement le bureau politique. Or, c'est un parti en création. Comme un parti en création va avoir tout de suite une forte élite, un mouvement d'élite, et plus le décret faisant, plus que Pascal Nkoulou l'a relevé, les conseils des ministres, mode d'ascension, mais le décret favorisant, c'est dire que celui qui peut me donner le décret, c'est le président de ce parti. Alors, il n'y a pas de raison que je continue à rester au PDG, puisque le PDG n'a plus de décret. Celui qui est détenteur du décret s'appelle désormais M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et ce faisant aussi qu'en dehors du décret, celui qui dispose des moyens, qui peut m'encourager pour aller, même comme candidat indépendant, a fortiori si je suis de son parti, et je vais avoir si j'ai l'investiture, j'aurai suffisamment de regards et des moyens. Donc voilà la problématique. C'est vrai que ça va créer, ça va bouleverser le champ politique par les ingrédients que je viens de donner. Mais à partir de ce moment, nous devons nous préparer. Parce que, d'où je parlais que les formations politiques auraient gagné du temps à se préparer parce qu'en réalité, ça va bouleverser complètement. Et ça, je suis d'accord avec vous à 100% que le schéma ne sera pas clair. C'est-à-dire que les formations ne pourront plus s'exprimer, même y compris même le PDG va devoir jouer la résistance. Mais dans le fond, on sera mis devant le fait accompli d'un parti qui exerce le pouvoir et qui, leurs militants sont promus parce que ce sont eux qui sont au pouvoir. Que dites-vous de la réforme en ce qui concerne la diaspora, les 2 sièges dédiés à la diaspora? Je pense que pour moi, c'est une excellente chose. On aurait dû le faire depuis longtemps. C'est quand même quelque chose à mettre à l'actif du président Oligui, parce que ça existe au Mali, ça existe dans d'autres républiques où il y a des fortes communautés. Chez nous aussi, il faut avoir un regard sur les nôtres, indépendamment que nous avons déjà nos diplomates là-bas. Il est bon toujours que sur le plan politique, nous ayons des gens qui sont élus par leurs concitoyens, plutôt que ça soit une amicale, mais on les a donné 2 postes de responsabilité électifs, et je pense que c'est marqué dans notre constitution. Je pense que c'est une très bonne chose. Merci Rodrigue Félicien Mvung. On va peut-être jeudi prochain dans l'île de Mire ouvrir une petite fenêtre pour poursuivre le débat sur ces réformes politiques. Le temps qui nous était parti, messieurs, malheureusement arrive à son terme. Merci à vous Pascal Nkoulou, acteur politique, d'être passé une fois de plus dans l'émission 21h, le grand rendez-vous. Merci également à Michel Noesso, analyste politique. Merci beaucoup. On se retrouve peut-être jeudi. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé. Mais tu sais que